Nous sommes dans cette matinale de géopolitique profonde et comme chaque semaine, nous recevons pour une émission spéciale, exceptionnelle, dans cette chronique avec le général Dominique de Lavarde, qui non pas ponctue, mais nourrit ces matinales parce qu'il y a le surplomb, parce qu'il y a des éléments que nous n'avons pas nécessairement dans les matinales où tout va très vite, entre la revue d'actualité, les grands entretiens, mais où il faut quand même répondre à des questions d'actualité, et puis le surplomb, parce que nous faisons de la géopolitique. Et quand on fait de la géopolitique, comment ne pas profiter de l'expérience, à nul autre pareil, de l'une des icônes de la dissidence, de la résistance, qui l'a payé médiatiquement, mais on lui donne aujourd'hui sur GP la possibilité, il l'a trouvé par d'autres biais, attention, nous ne sommes pas les seuls, il écrit des articles, entre autres, avec son ami Xavier Moreau sur Stratpol, et dans différents médias qui l'accueillent et qui accueillent ses propos, ses analyses, toujours frappées au coin du bon sens et surtout au coin de l'expérience. C'est ce qu'on a essayé de démontrer durant cette première émission. Nous avons passé en revue en partie la biographie du général Dominique de Lavarde, et nous allons continuer. Le thème général de ces entretiens sur le monde, puisque c'est de la géopolitique, quels sont les fauteurs de guerre? Quels sont ceux qui poussent au chaos, à l'entropie, à la destruction, qui peut aboutir, in fine, si nous n'y prenons garde, à la destruction de l'humanité tout entière? Eh bien ça, il faut déjà en avoir les idées très claires. Et le général de Lavarde, né tout de suite après-guerre, en 1948, a 45 ans en tant que militaire. On ne peut pas dire que de la carrière, mais 45 ans en tant que militaire. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien tout ça, qui en plus est dans un environnement militaire. C'est un soldat dans une famille de soldats. Le grand-père, le père. On n'a pas tout dit encore, mon général. D'ailleurs, D'abord, je vous salue parce que là, je pars tout seul dans les échanges et je vous oublie presque. Mais non, je ne vous oublie pas. Bonjour, hein, évidemment, général Dominique de Lavarde, et bienvenue dans cette matinale et cet entretien de GPTV. Oui, bonjour à vous et à vos auditeurs. Donc, on a beaucoup parlé de votre grand-père dans la première émission. Il y a aussi votre père. C'est vrai que votre génération, on leur parle de leurs grands-parents. Et c'est 14-18, et c'est la mort au bout du chemin souvent. Là, c'est 1916. Mais il y a votre père aussi, il y a cette déportation, il y a ce fait que vous soyez un orphelin de guerre. Hein, on va revenir, si vous le voulez bien, à cet aspect-là pour redévelopper. Oui. Alors, je ne suis pas tout à fait orphelin quand même, puisque mon père a survécu, mais il s'est évadé sur le chemin de l'Allemagne, alors que le convoi de prisonniers partait vers l'Allemagne. Oui. Il a quitté, j'étais assez peu surveillé, hein, il y avait 2 soldats pour une centaine d'hommes, une centaine de prisonniers, hein, et donc il a quitté le convoi des prisonniers et il a rejoint son lieu d'affectation, hein, puisqu'il était fonctionnaire dans le système militaire d'ailleurs, hein. Donc il a rejoint à l'arrière et voilà, quoi, il s'en est sorti quand même. Il s'en est sorti. Mais il a vu tous les défauts qu'il y avait, parce qu'il était rappelé, hein, il n'était pas militaire professionnel, lui, il était militaire appelé, on va dire, de l'époque, hein, et donc il avait terminé sous-officier appelé. Et il avait été rappelé donc pour la guerre, hein, comme tout le monde, hein, dans un régiment d'artillerie. Allez, c'était pas facile pour cette génération. On la critique beaucoup, les 68ards l'ont critiqué, mais pas facile d'assumer la perte, la défaite, et quelle défaite, et avoir au-dessus de soi des héros souvent. Oui, j'imagine, hein, c'était... Ouais, d'un côté, le seul qui faisait la liaison entre les deux, finalement, c'était le maréchal Pétain qui était le vainqueur de Verdun, on va dire, voilà, hein, et qui était encore en poste en 1940. Hein, donc, celui qui a fait les 2 guerres, c'était le maréchal Pétain. Hein, et puis, il y a cette génération gaulienne de Gaulle qui, elle, ne veut pas assumer
cette La défaite. défaite et part Ouais, rebelle. ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, mon père, il est parti à la guerre, hein, donc il n'était pas en situation à l'époque de faire les choix du général de Gaulle, qui lui voyageait assez régulièrement entre la France et l'Angleterre, hein, le général de Gaulle. Mais Avant, il y a toute cette complexité. Moi, ce que je retiens, et de ma propre histoire familiale, faite aussi de héros, et d'autres qui le sont moins, héros de guerre, en tout cas, c'est que c'est jamais simple et ça explique beaucoup, hein, ce XXe siècle explique beaucoup de ces délétères affrontements entre Français. oui, Même oui, si oui, cette guerre oui. civile remonte à avant, mais elle prend quand même, au XXe siècle, une résonance particulière. Oui, oui, c'est clair, hein. C'est Alors, clair. mon général, donc, on était sur votre carrière militaire. On a parlé du Liban, on a parlé d'Israël, on a parlé du renseignement, euh, et puis peut-être continuer sur le Moyen-Orient. euh, Aujourd'hui dans cette émission parce elle nous enseigne aussi, parce que vous avez une expérience formidable dont vous allez nous faire profiter au fil de ces émissions. Et on va parler de l'OTAN peut-être après, de ce que vous avez, des relations que vous avez pu avoir avec cette organisation. Mais peut-être déjà, parce qu'on a parlé pour l'instant que du Liban et d'Israël, vous avez été aussi, vous dites, tous les militaires, tous les officiers sont des officiers de renseignement en quelque sorte. Ils font du renseignement durant toute leur carrière. Vous êtes confronté aussi à tous ces pays dits du Golfe aussi. Oui, oui, j'ai eu la chance lorsque j'étais chef du bureau situation, renseignement, guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle, j'étais en charge notamment de préparer tous les grands exercices militaires de nos alliés du Golfe. On avait des accords de défense avec les Émirats arabes unis, et puis on avait d'excellentes relations également avec le Koweït et le Qatar. Et donc, j'ai eu l'occasion d'organiser des grands exercices militaires avec ces pays-là, dont le plus grand qu'on ait fait, hein, et qui était un exercice interarmé avec des porte-avions, avec des bateaux, je veux dire, avec des avions, et puis avec des troupes terrestres et des chars qu'on avait déplacés là-bas, aux Émirats arabes unis, à l'époque. Alors, moi, ça m'a permis de discuter beaucoup avec ces pays-là. Et j'arrive à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ah oui. À l'époque, les responsables de ces pays-là, moi je n'arrêtais pas de me parler en mal des États-Unis, avec lesquels ils avaient quand même quelques relations, j'allais dire, obligées. Ils étaient obligés de leur faire des grandes salutations et de les prendre avec obséquiosité, j'allais dire. Hein. Il les traitait particulièrement bien. Et moi, je leur disais, d'un côté, vous me dites du mal toute la journée, et de l'autre, vous accueillez ces gens-là comme si c'était vos favoris. Expliquez-moi, moi, je demande qu'à comprendre pourquoi d'un côté, vous me dites du mal et que de l'autre, vous les accueillez extrêmement bien. Et là, il m'avait dit, écoute, nous, on a un vieux proverbe arabe qui dit « baise la main que tu ne peux trancher ». Hein, si tu ne peux pas la couper, si tu n'es pas le plus fort, eh bien, tu te tais, quoi, hein, et tu t'inclines. Et c'est ce qu'ils faisaient, ce qui ne les empêchait pas de haïr l'Amérique. Mais au moins, ils faisaient semblant de les apprécier, etc. Ils les faisaient participer de temps en temps à leurs exercices, mais ils disaient la différence entre vous et eux, c'est que avec eux, lorsqu'on participe à un exercice, vous nous donnez les places de chef, hein, et vous restez en arrière éventuellement pour donner quelques conseils. Eux, les Américains,
Au bout de 5 minutes d'exercice, il dit allez, pousse-toi de là, et c'est lui qui prend la place. Et dans ces conditions-là, on n'apprend rien. On n'apprendra jamais rien. Hein. C'est eux qui font le boulot, hein, alors que c'est nous qui sommes censés le faire. Hein. Donc, on préfère vos méthodes et vos manières de faire. Donc, voilà un peu ce qu'on apprenait là-bas. Hein. Et puis, bon, ça m'a également, dans l'organisation de ces exercices, ça m'obligeait, bien sûr, à connaître parfaitement les ennemis potentiels des Émirats arabes unis, du Qatar et du Koweït, qui à l'époque était évidemment l'Iran. L'Iran, c'était leur grosse inquiétude. Ce n'était pas un ennemi désigné, mais c'était quand même leur plus grosse inquiétude, c'était l'Iran. Et donc, ça m'a obligé à connaître parfaitement tous les moyens dont l'Iran disposait, puisque en tant qu'organisateur des exercices, je devais leur mettre un ennemi réaliste, hein, créer cet ennemi à partir des données réelles. Hein. Donc, je prenais les données de nos bases de données, hein, tous les renseignements qu'on avait, on n'était pas trop mal renseignés sur l'Iran, hein, et on organisait les exercices comme ça. Et ceci m'a valu un peu après, mais alors longtemps après, puisque c'est en 2020 hein, ou 2019, je ne me souviens plus exactement, à une année près, d'être invité en Iran un jour hein, pour une conférence sur la sécurité en Asie de l'Ouest, hein, dans laquelle on m'a demandé de m'exprimer sur la sécurité en Asie de l'Ouest. Il y avait 45 pays représentés, hein, tous les pays de la région, hein, bien sûr, mais ça allait de la Russie, qui était quand même un petit peu plus loin, en passant par des pays comme l'Algérie, qui ne sont pas là non plus la porte à côté pour l'Iran, hein, qui étaient présents, beaucoup de pays musulmans, mais pas que. Hein, il y avait tous les pays de la région, hein, une quarantaine de pays représentés, et qui m'ont fait l'honneur de m'écouter. Qu'est-ce qu'il faut Et je leur ai dit à peu près ce que je vais vous dire un petit peu après, quoi, quand on en arrivera au vif du sujet, hein, qui est qui crée les désordres dans le monde, pourquoi et comment. Il y a 3 questions. Hein. Qui, pourquoi, comment. Et c'est là-dessus, hein, bon, en maintenir un peu de suspense, hein, mais c'est là-dessus qu'il faut arriver à être clair, quoi. C'est pas toujours facile. Avant d'en arriver là, globalement sur l'Iran, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que c'est? L'Iran, c'est un objet souvent non identifié. Alors, l'Iran, il faut bien avoir conscience hein, que c'est pas l'Irak. Hein. C'est un pays qui est beaucoup plus grand, hein, qui est 4 fois plus peuplé que l'Irak de 2003. Au moment où on est parti en guerre hein, contre l'Irak. C'est un pays qui est 4 fois plus grand aussi, 4 fois plus vaste. Hein, et c'est un pays qui est dirigé par des gens qu'on a tort de sous-estimer. Et on a tort de les sous-estimer. Ce sont des gens qui ont compris ce qui leur pendait au nez un jour, hein, et ils l'ont compris depuis longtemps. Et ils ont fait comme la Russie en 99, c'est-à-dire quand Poutine est arrivé au pouvoir, ils se sont rendus compte que l'Occident otanien allait tôt ou tard essayer de faire ce qu'ils avaient fait avec l'Irak en 2003, allait essayer de faire ça avec eux, et ça fait 20 ans qu'ils se préparent à la confrontation, comme les Russes d'ailleurs se sont préparés à la confrontation avec l'OTAN. Aujourd'hui, si les Russes se débrouillent aussi bien à la fois sur le plan économique, militaire et autres, c'est parce qu'ils se sont préparés pendant 20 ans. Oui. Alors, comment on se prépare à une confrontation de ce genre-là hein? Eh bien, c'est simple. Hein. L'Iran a fait comme la Russie a fait. Hein. C'est-à-dire que d'abord, quand on est dans ce genre de confrontation, et ce qui a fait perdre ceux qui ne s'y attendaient pas, comme l'Irak, il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être isolé, un pays isolé. Un pays isolé, c'est un pays qui court à la catastrophe. Donc, il faut s'entourer d'amis, et pour s'entourer d'amis, il faut tisser une toile, il faut tisser ses alliances. C'est ce qu'a fait la Russie à partir du bombardement de Belgrade. 1999,
Poutine arrive au pouvoir, il a subi cette humiliation de Belgrade, hein, il était déjà à des postes élevés, et il a préparé sa confrontation d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans, 24 ans qu'il la prépare, près d'un quart de siècle. Hein. Et il l'a préparé comment, Poutine? Il l'a préparé en faisant des alliances, et en particulier l'organisation de coopération de Shanghai, qui a un volet militaire important, hein, qui permet aussi de faire se rencontrer les 10 États qui aujourd'hui en font partie, hein, donc 4 puissances nucléaires, je le rappelle au passage, hein, qui font partie de l'organisation de coopération de Shanghai. Il s'est mis aussi en cheville avec les BRICS, qui ont été créés en 2008, ça c'est ce qu'a fait Poutine. Eh bien, l'Iran a fait pareil. L'Iran s'est entouré d'amis. Et aujourd'hui, ils se sont même réconciliés avec certains de leurs ennemis pour faire pièce à toutes les oppositions qui pourraient venir de l'Occident otanien. Alors, ils sont plus seuls, ils font partie de l'organisation de coopération de Shanghai comme membres à part entière, ils font partie des BRICS comme membres à part entière depuis déjà le début de l'année, de cette année, et donc ils ne sont pas seuls. Ça veut dire que le fait de ne pas être seul, ça donne à ces pays, que ce soit la Russie ou l'Iran, ou la Chine aussi, hein, mais ça donne une résilience économique qui leur permet de surmonter les difficultés lors d'un conflit majeur. Celui qui n'a pas d'amis, il perd tout de suite. Hein. Ça a été le cas de la Serbie. Alors la Serbie avait bien des amis au moment du démembrement. Mais ils les ont lâchés. Mais non, mais c'est que les amis de l'époque, ils n'avaient pas la puissance des amis d'aujourd'hui. La Russie, à l'époque, elle avait le PIB des Pays-Bas, hein, de la Hollande, hein, et elle était au fond du trou. Hein. La Chine, pareil. La Chine, elle avait un PIB qui était inférieur à celui de la France, bien inférieur. La différence aujourd'hui, pour un pays comme l'Iran, c'est que l'Iran est ami avec des pays puissants. Hein, la Russie d'aujourd'hui, c'est pas la Russie de 2000. Hein. C'est la Russie de 2024, c'est la 4e puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat devant l'Allemagne. Pas l'oublier, hein, devant l'Allemagne en parité de pouvoir d'achat aujourd'hui, selon la Banque mondiale. Donc, et l'Iran, pareil, l'Iran aujourd'hui en parité de pouvoir d'achat, c'est un pays économiquement puissant, hein, qui fait partie ou qui devrait faire partie en parité de pouvoir d'achat, qui est dans les 20 premières puissances du monde aujourd'hui. Probablement pas loin de la 20e place, mais c'est pas rien, c'est pas rien. Donc l'Iran d'aujourd'hui, alors l'Iran s'est préparé à la guerre en tissant d'abord des alliances, mais elle s'est préparée à la guerre aussi en préparant la guerre du faible au fort. Qu'est-ce que c'est? C'est surtout s'apercevoir, faire ce qu'on appelle la balance des potentiels, hein, prendre conscience de ses propres faiblesses, prendre conscience des forces et des faiblesses de l'adversaire et construire son propre système d'armement en fonction de ça. Et aujourd'hui, bon, l'Iran dispose de tout un tas d'armements adaptés à sa taille et surtout à la menace, en particulier des missiles de toute catégorie, hein, qui ont des portées permettant facilement d'atteindre Israël aujourd'hui, et avec une grande précision. Hein, ce sont des missiles qui arrivent à l'endroit où ils ont été programmés, quoi. Et ils ont la technologie hypersonique que les États-Unis n'ont pas encore. Pas encore. Les États-Unis ont raté pratiquement toute la force de faire des safaris dans le monde entier. Ils ont oublié de développer des armements pour la guerre de haute intensité. Pendant ce temps, l'Iran, lui, s'occupait de fabriquer des missiles, des drones, hein, qui se vendent, enfin, qui pourraient se vendre facilement sur le marché. Bon, ils en gardent quand même une quantité suffisante et éventuellement, comme ils sont alliés et proches de la Russie et de la Chine, bon, on peut penser que si par hasard
un État, si puissant soit-il, même s'il est petit, mais une puissance nucléaire qui chercherait à chercher des noises à l'Iran, je pense qu'elle aurait de gros problèmes. Pour vous, elle aura la désillusion de l'Occident qu'elle connaît aujourd'hui depuis 2022 et depuis 2014, pourrait-on dire, avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Ce sera la même désillusion avec l'Iran? Oui, tout à fait, parce que les stratèges occidentaux, ils ne savent plus compter, quoi. Ils ne savent plus estimer les choses. Il y a une sous-estimation de l'adversaire permanent. L'Occident otanien vit sur la supériorité passée. En 90, c'était le plus fort, hein, incontestablement. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait prendre, mais on n'est plus en 90, on est en 2024 et les choses ont changé. Et les stratèges, ils n'ont pas vu changer ça. En particulier, chez les Occidentaux, les militaires savent à peu près ce qui se passe. Mais les politiques, non. Les politiques en sont restés un peu comme si la Grèce en était restée à sa grandeur passée. Hein. C'est passé, c'est fini. C'est fini. Hein. Et aujourd'hui, bon, nos armées, quand on fait les calculs, la balance des potentiels, bon, on n'est pas taillé pour aller faire la guerre partout, hein, et contre tout le monde. Et on n'est surtout pas taillé, même l'OTAN, hein, l'OTAN, c'est un état-major important, hein, de 2000 officiers, hein, qui se situe à Mons en Belgique et qui est multinational en théorie. En pratique, c'est un peu différent, mais en théorie, c'est un état-major multinational où on parle un peu comme dans la tour de Babel. Alors, on parle théoriquement l'anglais, mais enfin plus ou moins bien selon le pays d'appartenance. Hein, et au-delà de cet état-major, l'OTAN, c'est des forces armées nationales, et ces forces armées nationales sont aujourd'hui, depuis 1990 d'ailleurs, hein, en état de décomposition avancée. Hein. Elles sont en état de décomposition avancée. Pourquoi? Parce que tout simplement, les budgets n'ont pas été à la hauteur pendant 30 ans. On a voulu engranger les dividendes de la paix à partir des années 90, et aujourd'hui, bon, on est en situation de faiblesse, hein. À la fois sur la quantité d'armement. Alors, on a quelques bonnes armes, hein, mais elles sont échantillonnaires. On en a quelques unités, hein, des canons César, on en avait dans toute l'armée française, on en avait 72. Bon, et puis on a... Alors, on a une industrie d'armement de prototype, me disait dernièrement Xavier Moreau sur Radio Courtoisie. Oui, c'est tout à fait ça. On a une armée échantillonnaire, on a des échantillons d'armement perfectionné, mais qui ne sont pas suffisants. Un armement perfectionné, une fois qu'il ne marche plus, soit parce qu'il est trop sophistiqué et qu'il y a un grain de sable qui se met dans le système et qui doit partir en réparation, nos armements, ils ne sont pas rustiques. Le taux de disponibilité technique opérationnelle, alors déjà on en a peu parce qu'il coûte très cher, hein, et que les budgets ont plongé, donc on a très peu d'armement, et en plus leur disponibilité technique opérationnelle est très faible. Pour certains matériels majeurs, comme les hélicoptères, hein, on a des fois des taux qui ne sont pas supérieurs à 50%. Donc on en a peu, et sur ce peu, il n'y a que 50% qui marchent, parce que le reste est en attente de pièces détachées, est en maintenance, parce que c'est pas rustique. Hein, il vaut mieux la vieille de chevaux qu'on réparait avec la ficelle et le couteau, hein, plutôt que et qui au moins nous transportait d'un point A à un point B, plutôt que d'avoir une belle BMW dont le tableau de bord ne fonctionne plus parce qu'il y a un bug, quoi. Voilà, on en est un peu là, quoi. En plus, bon, on n'a pas les meilleures technologies au monde. Hein. L'OTAN aujourd'hui est dépassée par d'autres pays. Hein. On a eu, là encore, on a du mal à le croire, ça. Hein? Dans les médias occidentaux et français, on a beaucoup de mal à le croire. Rappelez-vous, oui, évidemment, nos médias nous racontent de belles histoires, hein, en disant que nos missiles, ils arrivent... Mais d'abord, ils oublient de dire que nos chars, ils brûlent comme tous les autres. Hein, on les voit d'ailleurs, tous les armements qu'on a donnés à ces malheureux Ukrainiens,
pour essayer de faire durer le conflit, ce qui convient parfaitement à la Russie. Un conflit qui dure, ça leur convient. Mais tous ces armements, bon, ils passent à la trappe comme tous les autres, hein, c'est-à-dire qu'ils se font détruire comme tous les autres, y compris nos missiles. Hein. Nos missiles, ils sont interceptés dans des proportions très importantes, hein, probablement plus importantes que le dôme de fer israélien n'a été efficace pour arrêter les missiles iraniens. Hein. Le dôme de fer, les Patriotes, c'est déjà un vieux système. Hein. C'est un système ancien qui fonctionne selon des normes anciennes. Hein. Nous, je regrette, hein, les vecteurs qui portent les bombes américaines, les Minuteman, ils ont 50 ans d'âge. Ouais. Et ils arrivaient à obsolescence et ils devaient être remplacés. Ils devaient être remplacés incessamment là, dans la décennie qui vient. Dans la décennie 2020-2030, ils devaient être remplacés pour obsolescence. Et c'est avec ça qu'on va faire une guerre nucléaire contre la Russie. Ça marche pas. Ça marche pas. Et puis, là encore, hein, bon, si on passe un peu du coq à l'âne, là, parce qu'on en est déjà... Non, on ne va pas passer du coq à l'âne, mon général. On va reprendre sur le fil qui est le bon fil, qui est celui de l'OTAN. Et on va revenir sur notre biographie pour revenir à une étude approfondie de... Alors là, on va rentrer petit à petit, justement, sur un des premiers éléments, puisque il y a le qui, il y a le pourquoi, il y a le comment, le monde d'aujourd'hui et les tentations de destruction. Et les risques surtout de destruction de ce monde, vous avez aussi une expérience tout à fait remarquable au sein de l'OTAN qui fait que lorsque vous parlez de l'OTAN, encore une fois, vous n'en parlez pas par des a priori, mais par une expérience, encore une fois. Oui, d'abord, avoir une expérience de l'OTAN, c'est d'abord avoir une expérience de l'Amérique. Voilà. Puisque la pièce maîtresse de l'OTAN, c'est l'Amérique. Bon, il se trouve que dans ma carrière, j'ai passé, d'abord, on l'a souligné au tout début, j'ai une part très importante de ma famille oui. En Amérique, hein, qui sont américains et qui, soit dit en passant, m'écoutent avec attention et sont plutôt d'accord avec ce que je raconte, que ce soit sur les élections américaines ou que ce soit sur la géopolitique en général. Donc, ils ne sont pas... 49 oui. petits-neveux et nièces, dont 38 citoyens américains. Oui, j'ai 38 petits-neveux et nièces américains. Ouais. Donc, l'expérience de l'Amérique, j'ai été officier de liaison auprès de l'enseignement militaire supérieur américain. On n'en a pas déjà parlé, là, non si non. Pas dans l'émission. Non. Voilà. Donc, ça m'a valu des expériences inouïes. Hein. Je l'ai dit en off tout à l'heure. L'expérience, par exemple, des Wargames. Oui. Hein, j'ai fait la guerre contre l'Iran et contre l'Irak, d'ailleurs, hein, avant qu'elle ne se produise en 2003. Hein, la guerre de 2003. Elle avait été répétée bien avant. Hein. Toutes les guerres américaines et otaniennes, bien sûr, sont répétées à l'avance. Hein. On fait des grands exercices. Vous pensez que la guerre avec l'Ukraine contre la Russie, elle a déjà été répétée? Sûrement, bien sûr. Sûrement. Il y a eu des wargames. Bon, mais le problème des wargames, c'est que les résultats, ça n'est jamais qu'un jeu de guerre et que les jeux de guerre, les résultats ne sont pas forcément ceux qu'on obtient dans la réalité. Mais moi, j'ai eu l'occasion de faire des jeux de guerre. Hein, la guerre contre l'Irak de 2003, je l'ai faite en 98. Elle était déjà répétée. Hein. Il y avait, au niveau des états-majors, hein, les gens se creusaient la cervelle pour savoir comment ils allaient s'y prendre, hein, pour faire ce genre d'opération. Bon, j'ai eu l'occasion donc de la faire en avance. J'ai eu l'occasion aussi, mais alors dans le cadre historique, hein, de faire ce qu'on appelle des horse rides, enfin des staff rides, pardon, c'est-à-dire des répétitions de l'histoire, de choses historiques qui sont passées aux États-Unis,
Hein. Donc moi, dans les répétitions que j'ai eu l'occasion de faire, par exemple, je suis parti à cheval pour faire, avec un groupe, bien sûr, un cheval, hein, pour faire les guerres indiennes du général Custer. Donc nous voilà transformés en tunique bleue, hein, le 7e de cavalerie, exactement, hein, et faire les guerres indiennes contre les Sioux. C'est une guerre qui s'était mal terminée d'ailleurs pour les Américains, puisque le 7e de cavalerie s'est fait décimer, anéantir par des Indiens hein, à la bataille de Little Big Horn. Little Big Horn, c'est une défaite américaine du général Custer qui s'est fait scalper à cette occasion et qui est mort à la tête de son régiment qui, lui, a été décimé aussi. Alors, c'était encore... et là, on fait ce genre de staff ride pour tirer des enseignements, c'est-à-dire pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et là, on s'est aperçu que la bataille de Little Big Horn, perdue par le général Custer, était encore une affaire de surestimation ou de sous-estimation de l'adversaire. Ils avaient sous-estimé leur adversaire. Et ils sont tombés sur un mec, c'est-à-dire qu'ils ont voulu tomber sur un malheureux village indien et exterminer tout le monde, sauf qu'ils étaient 700. Le village indien, il y avait 6000 Indiens, et que tous les femmes, les enfants, tous les Indiens s'y sont mis ensemble, et ils ont écrasé les 700 Américains qui croyaient qu'ils étaient les plus forts, sous prétexte qu'ils étaient vêtus en bleu, hein, les fameuses tuniques bleues, la charge des tuniques bleues, ben voilà, ils se sont plantés à Little Big Horn, et le malheureux général Custer, ben, il s'est fait tuer et scalper. Hein. Voilà. Vous avez connu d'autres généraux, d'autres officiers supérieurs dans vos relations avec l'OTAN? Oui, alors, oui, j'ai connu en particulier un officier qui aujourd'hui est totalement, on est toujours sur la même longueur d'onde, hein, qui est le colonel MacGregor. Alors, le colonel MacGregor, c'était, à l'époque, hein, on était colonels tous les deux d'ailleurs, hein, et on travaillait à quelques pas d'intervalle et on discutait beaucoup. Alors, lui était en charge des laboratoires de la bataille. Les laboratoires de la bataille, ce sont les gens qui sont chargés d'imaginer comment peut se produire dans l'avenir, donc d'imaginer l'avenir, hein, de faire de la prospective, d'imaginer l'avenir et d'imaginer les armements qu'il faudra dans le futur pour faire face à un ennemi du futur. Donc c'était un homme qui était en avance sur son temps et qui avait défini tout un tas d'organisations des unités américaines hein, de manière différente. Il avait écrit un livre qui s'appelait Breaking the Phalanx, hein, casser la phalange et faire autre chose. Donc il avait organisé les unités de manière totalement différente. Bon, bref, cet homme-là était un homme important hein, et qui a été d'ailleurs, parce qu'il était probablement meilleur que beaucoup d'autres, il a été choisi par le général Clark, commandant en chef de l'OTAN. Lorsqu'il a pris le commandement en chef de l'OTAN, il a pris le colonel MacGregor et il l'a amené comme directeur du Joint Operations Center de l'OTAN. Et là, il s'est retrouvé donc chef d'orchestre de l'OTAN. L'OTAN, c'est un état-major. Quelle époque? C'est en 98, hein, 90, oui, 97. 98, 80, un peu avant 98, 97, fin 97 jusqu'à 2000. Hein, il a dû rester 3 ans là-bas. Donc il connaissait bien l'Allemagne, enfin je veux dire l'Europe, parce que l'OTAN, l'état-major de l'OTAN est à Mons en Belgique. Hein, donc il connaissait très bien, mais il avait déjà servi en Allemagne, donc il connaissait pas mal l'Europe. Et il s'est retrouvé chef d'orchestre de l'état-major de l'OTAN. Alors, l'état-major de l'OTAN, c'est un état-major multinational qui comporte 2000 officiers à peu près, hein, peut-être un peu plus aujourd'hui, parce que le nombre de pays a augmenté. Et sur les 2000 officiers, il y en a 50 qui comptent, les 50 officiers les plus titrés, les plus
les chefs de bureau, les chefs de direction, les chefs de grands secteurs. Et ces 50 officiers constituent un groupe qu'on appelle le Joint Operations Center, qui se réunit tous les matins pour faire le point de la situation dans le monde et pour envisager d'éventuelles implications de l'OTAN de manière à planifier toutes les éventuelles interventions de l'OTAN dans le monde entier. Donc les 50 officiers se réunissent tous les matins et c'est ce qu'on appelle le Joint Operations Center. Et le chef de ce Joint Operations Center, c'était le colonel McGregor. Entre fin 97 et jusqu'à 2000. Il était notre émission tire à sa fin déjà et on avance, mais vous voyez, c'est pour ça qu'on va feuilletonner, parce qu'on n'en est qu'au tout début. Et c'est très bien parce qu'on continuera la prochaine fois sur l'OTAN et aussi sur la façon dont elle se définit et elle se voit dans son environnement avec les réformes 91, 99. Ça va être passionnant parce que là, vous étiez au cœur de la machine, en plus à ce moment-là, quand elle s'est réformée, l'OTAN. Mais on va pas divulgacher et spoiler les prochaines émissions, peut-être juste terminer sur le fonctionnement de l'OTAN, vu de l'intérieur, parce que c'est quelque chose qui reste quand même, semble-t-il, très opaque. Oui. Alors, dans l'OTAN, on va dire qu'il y a une double hiérarchie. Ouais. Il y a la hiérarchie américaine et il y a la hiérarchie qu'on montre au monde. Multinationale. L'état-major multinational qui n'a de multinational que l'apparence. C'est-à-dire que les gens, par exemple, un Français qui doit faire un rapport sur tel ou tel pays ou telle ou telle proposition pour tel ou tel plan, il remet son rapport le soir et le lendemain matin, son rapport n'est plus le même. Il a changé, il ne sait pas pourquoi, tout simplement parce qu'il est passé entre les mains de l'état-major bis, l'état-major américain qui a regardé toutes les idées qu'il y avait là-dedans et puis qui dit, bon, les seules idées qui sont valides, ce sont les nôtres, donc ils transforment le rapport en reprenant leurs idées et leur manière de voir les choses. Il faut savoir, par exemple, que dans une opération de l'ONU, je crois que c'était la Fort-Pronu ou l'UNPROFOR, la Fort-Pronu en français, il y avait un état-major multinational, c'était de l'OTAN. Oui. Et là, les Américains avaient un bureau renseignement à part. Il y avait le bureau renseignement officiel, et puis il y avait le bureau de renseignement américain qui n'était autorisé à personne. Ça veut dire que l'état-major multinational de l'OTAN était interdit de rentrer dans la partie américaine faisant le renseignement. Et évidemment, c'était toujours la partie américaine qui prévalait sur tout le reste, c'est-à-dire qu'il y a, en gros, si vous voulez mon opinion, c'est qu'il y a des figurants dans l'OTAN. Les figurants, c'est tous les multinationaux, les Français, les Anglais, les Suédois, les Polonais, les Suédois et autres. Et puis il y a les maîtres, ceux qui auront de toute manière toujours le dernier mot, ce sont les Américains, avec leur propre structure qui double la structure théorique et fictive apparente de l'OTAN. Merci. Mais bon, c'est quelque chose qui est mal connu, mais les gens croient que tout ça, c'est de l'alliance, qu'on est tous frères et tous égaux. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres, et les Américains sont en particulier beaucoup plus égaux que nous, puisque c'est eux qui ont la réalité du pouvoir. Et là, quand vous êtes... c'est fini. C'est vraiment fini. Vous savez, on est réduit sur des formats très précis. Merci beaucoup, mon général, Dominique Delavarde, sur ces entretiens hebdomadaires sur la matinale de Géopolitique Profonde. Eh bien, on vous remercie à nouveau pour toute cette qualité d'expertise et on revient la semaine prochaine sur la suite de l'OTAN, la suite de votre expérience au sein de l'OTAN, qui est un élément institutionnel essentiel de la marche du monde et
et des risques justement qu'il fait courir au monde aujourd'hui de destruction totale. Merci, merci mon général. Et pour ce qui nous concerne dans la matinale, on se retrouve tout de suite après. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.